Bonjour à tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir recommencer avec la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on a vu les bilans énergétiques et les émissions de CO2. Maintenant, on va voir les indicateurs d'efficacité énergétique et les prix de l'énergie. Je laisse Nicolas commencer la présentation avec une petite introduction des indicateurs d'efficacité énergétique, leur importance et comment est-ce qu'on va les calculer. Après, on va voir plus en détail de façon technique les méthodes pour le calcul des indicateurs d'efficacité énergétique. On va aussi voir comment est-ce qu'on va traiter les différentes données qui vont former un prix d'énergie. Merci beaucoup, Gianluca. Oui, après cette petite pause pour nous rééquiper en eau et vérifier s'il n'y avait pas de mail urgent, il est temps de repartir vers maintenant d'autres indicateurs, d'autres éléments que nous pouvons établir, entre autres grâce aux balances énergétiques que nous avons vues précédemment, donc les indicateurs énergétiques. Et un petit peu plus tard, nous parlerons des prix de l'énergie, qui est une donnée aussi importante. Donc, tout d'abord, les indicateurs de l'efficacité énergétique. Donc, comme je l'ai dit, cette présentation se répartit en deux phases. Première partie, les indicateurs. Donc, on va se poser la question de pourquoi développer des indicateurs d'efficacité énergétique, quelles informations sont disponibles dans le bilan énergétique, quelles sont les données nécessaires pour suivre l'efficacité énergétique, et enfin, comment collecter ces données. Vous voyez, nous allons voir le pourquoi, le comment, et enfin le pourquoi, ce qu'il nous faut, et comment récupérer ce qu'il nous faut. Donc, nous commençons tout d'abord par, une fois n'est pas coutume, un petit Mentimeter. Donc, nous avons gardé le même code. Donc, normalement, vous devriez pouvoir voir tout de suite la question. C'est une question ouverte, cette fois-ci. Nous allons vous demander à quoi vous pensez quand on vous parle d'efficacité énergétique. Quels sont les mots, quelles sont les idées, les outils, les concepts qui vous viennent en tête quand on vous parle de cela. Donc, ça peut être un type d'indicateur que vous avez déjà produit, ça peut être un concept, une idée, un besoin que vous avez qui vous manque. Donc trois personnes qui répondent. Oh, là, nous avons des émissions de CO2. En effet, les émissions de CO2 peuvent faire partir des concerts d'efficacité énergétique, même si on est un petit peu économie d'argent. Là, c'est un élément, oui, qu'il faut garder. Sécurité énergétique, tout à fait. Moins de consommation, mitigation des émissions, consommation par habitant, autosuffisance. Tarif, consommation, économie d'énergie, c'est donc l'élément qui revient beaucoup. Mais c'est est-ce que l'on considère que l'efficacité est de consommer moins ou de faire plus en consommant autant? C'est une question qu'on se pose souvent. Le rendement, voilà, tout à fait. Un rendement, là, on est dans des indicateurs, très bien, des réductions d'émissions, émissions de CO2, rendement encore, économie d'énergie, toujours. L'économie revient beaucoup dans l'effet de consommer de l'énergie de manière plus efficace. Très bien, merci pour toutes ces réponses, c'est instructif. Si on passe maintenant à une question un petit peu plus détaillée, qu'est-ce que l'efficacité énergétique? Et vous avez plusieurs réponses qui peuvent être correctes dans ces données. Choisissez parmi toutes celles qui vous sont ouvertes, celles qui vous paraissent le mieux. Il peut y en avoir plusieurs. Première possibilité, ce sera consommer moins d'énergie pour fournir le même service. Par exemple, en remplaçant des ampoules incandescentes par des ampoules LED. Nous avons consommé la même énergie pour fournir plus de services, en augmentant la production issue à partir de la même unité de production, dans le cas d'acier. Nous avons consommé moins d'énergie en raison d'un changement de service.
par exemple, une restructuration économique qui ferait que les industries moins lourdes partiraient du pays. Nous avons consommé moins d'énergie, mais fournir moins de services. Par exemple, faire du vélo au lieu de conduire ou aller au lieu de prendre les marches d'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur dans un immeuble. Manifestement, pour le moment, nous avons les deux premières réponses qui sont majoritaires. Donc, consommer moins d'énergie pour fournir le même service et consommer la même énergie pour fournir plus de services. Donc, je pense que la 14 sur 14 pour consommer moins d'énergie, je pense que celle-ci est manifestement acceptée. Ah, il y a quelques personnes qui consomment moins d'énergie, fournissent moins de services et des restructurations. Si l'on regarde les bonnes réponses, entre guillemets, telles que nous concevons l'efficacité énergétique ici, il s'agit en effet des deux premières, de consommer moins pour fournir le même service ou de consommer la même pour fournir plus. Donc, nous avons ces deux éléments premiers. La restructuration ne rentre pas en compte de la troisième possibilité, car ce n'est pas justement rendre le service plus efficace, c'est simplement le déplacer ailleurs pour que l'on ne le voit pas. Donc, ça ne rentre pas dans l'idée. Et l'idée doit rester tout de même de maintenir le niveau de vie des habitants au même niveau. Donc, on évite de fournir moins de services par l'efficacité énergétique. Une dernière question, l'intensité énergétique de l'économie, donc l'énergie totale, l'apport primaire, l'énergie totale consommée de l'apport primaire en énergie par rapport au PIB, est-ce un bon indicateur de l'efficacité énergétique? Oui ou non? Il n'y a pas plusieurs possibilités pour le moment. C'est étrange, je vois 4 réponses. Alors, je vais revenir en arrière, revenir là. Voilà. Là, je vois les réponses. Donc, pour donc, Gianluca, ta première partie, tu vas pouvoir présenter intensément l'intensité énergétique, je pense. Donc, pour beaucoup, nous avons, pour la majorité, nous avons l'intensité énergétique qui serait un bon indicateur d'efficacité énergétique. Et la bonne réponse est non. En réalité, ce n'est pas un indicateur. Et nous allons voir pourquoi, justement, avec Gianluca, cet indicateur est justement quelque peu trompeur. Ça, c'est pour plus. Il me semble que c'est pour un petit peu plus tard. Alors, nous allons revenir à la présentation. Voici. Donc, pourquoi développer... Excusez-moi un instant. Gianluca, je pense que c'est à toi maintenant. Alors, je vais partager mon écran. Hop. On va bientôt commencer alors avec la présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est bon. OK. Parfait. Maintenant, j'ai pris contrôle de la présentation. Désolé pour les petits délais. Donc, on va commencer pourquoi on doit développer des indicateurs d'efficacité énergétique. Donc, on commence avec l'importance de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, comme vous savez, comme vous avez écrit aussi dans les premières réponses de Menti, ont des multiples bénéfices. Ils vont augmenter une bonne efficacité énergétique. Augmenter l'efficacité énergétique va nous permettre de faire des économies d'énergie, comme vous avez bien dit, des réductions dans les émissions. Il va nous permettre d'avoir une sécurité énergétique parce qu'en consommant moins, on va devoir importer moins d'énergie. Elle va avoir des impacts aussi macroéconomiques parce que si une entreprise elle dépense moins
pour l'énergie, elle va pouvoir avoir des bénéfices plus élevés par rapport à des coûts plus faibles. On a des effets sur la santé parce qu'il y aura moins d'émissions en général, pas que d'émissions de CO2, mais des émissions aussi de polluants. Il va donner de l'emploi parce que l'efficacité énergétique, ça s'achève avec du travail, etc., etc. Donc, il y a des bénéfices très importants de l'efficacité énergétique, dont l'importance de suivre et monitorer les indicateurs d'efficacité énergétique pour pouvoir faire des politiques d'efficacité énergétique basées sur l'information vraie. On peut voir aussi comment est-ce que les différents pays ils ont établi différentes cibles et différentes stratégies sur l'efficacité énergétique. On voit ici des exemples, par exemple, les Kenya, les Rwanda en Afrique, aussi en Union européenne, au Brésil. On voit pas mal de pays, ils ont des plans d'efficacité énergétique. Ils suivent les indicateurs d'efficacité énergétique et ils ont développé des politiques aussi d'efficacité énergétique. Pour développer ces politiques d'efficacité énergétique et pour suivre leur efficacité dans le temps, il est nécessaire et fondamental d'avoir un système d'information sur les indicateurs d'efficacité énergétique de qualité. Donc, l'importance d'avoir la collecte des données et le calcul de ces indicateurs et aussi leur dissémination pour tout type d'utilisateur. Pour continuer, ici avec slide, on peut montrer une figure très intéressante, que c'est le potentiel inexploité. Ici, dans le monde, dans cette petite pie chart, on peut voir que 65% de la consommation totale d'énergie n'est pas couvert par des politiques d'efficacité énergétique. Donc, il n'y a qu'un tiers dans le monde de la consommation finale d'énergie couvert par des politiques, des objectifs ou des autres types d'outils sur l'efficacité énergétique. Si on regarde par contre au niveau Afrique, la figure c'est encore plus préoccupante. En Afrique, 98% de la demande d'énergie n'est pas couverte par des politiques d'efficacité énergétique. Donc, il y a beaucoup de place pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le monde et aussi dans le continent africain. Mais surtout, il faut commencer par calculer, collecter et avoir disponible ces indicateurs d'efficacité énergétique qui peuvent permettre de produire ces politiques, de les suivre, etc., etc. Mais commençons à voir comment est-ce qu'on va calculer ces indicateurs. Premier tout, on va répondre à la question suivante. Est-ce qu'on a des informations suffisamment de qualité dans les bilans énergétiques pour calculer les indicateurs d'efficacité énergétique? On va répondre à ça tout de suite. Comme on a vu aujourd'hui, les bilans énergétiques nous donnent pas mal d'informations. On peut calculer pas mal d'indicateurs, par exemple l'intensité énergétique en divisant l'approvisionnement par le PIB. On peut calculer l'efficacité des transformations, par exemple la production d'électricité. Et on peut voir la part dans la consommation finale. Par contre, est-ce que ça, c'est suffisant pour les indicateurs d'efficacité énergétique? La réponse est non. Et on va voir bientôt pourquoi. Ici, c'est un exemple sur les différentes consommations par secteur au Bénin. Et on voit que les transports routiers au Bénin, c'est le secteur avec les plus grosses consommations d'énergie, donc les 52%. Est-ce que, donc, on peut considérer que ça, c'est notre priorité au Bénin? Si on veut analyser les transports routiers, comment est-ce qu'on va faire pour analyser son efficacité énergétique? Il nous faut des données plus détaillées. Ce n'est pas suffisant d'avoir les données des transports routiers de les bilans énergétiques seulement. Il nous faut des données plus détaillées. Par exemple, il nous faut la consommation par type de véhicule. On va vouloir savoir combien ça consomme les voitures, combien ils consomment les bus, combien ils consomment les camions, par exemple. On veut savoir aussi des données d'activité pour pouvoir vraiment calculer l'indicateur d'efficacité. Par exemple, la distance parcourue ou les passagers au temps kilomètre, si on parle de transport passager ou de transport fret. Donc, ici, la réponse, ce n'est pas suffisant d'utiliser les données des bilans énergétiques. On doit collecter ou estimer des données plus désagrégées. Par exemple, par type de véhicule ou par exemple aussi des données d'activité. Si on parle après d'intensité et efficacité énergétique, on a vu dans la question que Nicole a posée dans les Menti que beaucoup d'entre vous, ils ont répondu que l'intensité énergétique calculée comme
approvisionnement total d'énergie divisé par les PIB peut être un indicateur d'efficacité énergétique? Et la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que cette intensité énergétique de l'économie contient un bruit dedans, que c'est le bruit de toute l'économie et sa structure. Donc, on peut voir par exemple que les pays de l'OCDE, ils ont une intensité énergétique de l'économie plus faible que les pays de l'OCDE. Ici, en rouge, on voit les pays de l'OCDE. Et ça, c'est parce que la structure de l'économie est moins basée sur l'industrie lourde que dans les autres pays. Il y a plus de services qui créent le PIB et la richesse dans les pays de l'OCDE, donc des secteurs qui consomment moins d'énergie. Donc ça, ce n'est pas dû à l'efficacité énergétique, c'est juste dû à la structure et au mix des différents secteurs qui vont faire notre économie. Dans l'exemple du Bénin, on peut voir que l'intensité énergétique a augmenté, et ça, c'est parce que le transport routier et la demande de transport routier a augmenté dans le temps. Et ça ne signifie pas qu'on a une augmentation de l'intensité énergétique dans le sens qu'on ne va pas avoir une directe relation avec l'efficacité, parce que même si on a une augmentation de la consommation dans les transports routiers, ça ne signifie pas que le transport routier est plus efficace. Parce que, par exemple, les voitures, aujourd'hui, en 2018, sont plus efficaces que les voitures en 2000. Mais dans ces figures-là, on ne peut pas les voir. Mais allons voir un exemple plus concret sur les résidentiels pour essayer d'expliquer tout cela. Ici, on regarde de 1990 à aujourd'hui la consommation dans le secteur industriel de différents pays qui sont membres de l'AIE. Donc, on voit que la consommation totale d'énergie dans le résidentiel a augmenté, et a augmenté de 15% depuis 1990. Est-ce que ça signifie qu'on a empiré notre efficacité? Non. Notamment, on doit diviser ça pour certains indicateurs d'activité pour voir s'il y a un changement. Et si on divise ça, par exemple, on voit ici en rouge, par le nombre de la population, on voit que la consommation de résidentiel par habitant, elle a en effet diminué, mais pas beaucoup. On est ici à plus ou moins 90%, comme on voit dans la ligne rouge. Par contre, si on va plus en détail et on va désagréger la consommation résidentielle par utilisation finale, par exemple, on va voir dans les lignes bleues et oranges la consommation par le chauffage, on voit que là, il y a une diminution très forte. Si on divise la consommation d'énergie pour le chauffage, et on la divise par la surface des habitations. Donc ici, en entrant dans la partie orange, dans la ligne orange par contre, on est en train de regarder vraiment l'efficacité énergétique, qui nous dit combien d'énergie il nous faut pour chauffer un mètre carré d'une maison, par exemple. Et avant, on était juste en train de regarder la consommation par habitant. Ça, ce n'est pas un indicateur d'efficacité, c'est plutôt un indicateur un peu plus agrégé qui nous donne une idée de combien une personne consomme. Mais si on veut regarder l'efficacité énergétique, on doit aller à un niveau d'utilisation finale ou du service. Ici, le service, dans l'exemple, c'est le chauffage. Donc, on voit très bien la différence dans cette analyse. L'efficacité énergétique a amélioré, donc l'intensité du chauffage a diminué de 35%. Donc, l'importance d'avoir des données plus détaillées et de pouvoir diviser la consommation résidentielle ou les autres secteurs dans les différentes utilisations finales. Ça peut être le chauffage, la cuisson, ou ça peut être, par exemple, dans le secteur des transports, comme on a vu dans l'exemple d'avant, les différents types de véhicules. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on a toutes ces données désagrégées? On peut analyser la tendance de la demande d'énergie, ici représentée dans ces graphiques en jaune, orange. On peut l'analyser et essayer de voir quels sont les facteurs qui ont poussé cette tendance spécifique. On voit ici, par exemple, pour les pays de l'AIE, encore, en bleu, les facteurs d'activité, qui ont augmenté beaucoup. Ces facteurs d'activité incluent la croissance des PIB, la croissance de la population, la croissance du nombre de véhicules, a augmenté beaucoup. Donc, s'il n'y avait que ces facteurs en place, on aurait vu une augmentation de la demande d'énergie très forte, de plus de 20% depuis 2000. Par contre, on voit que la demande d'énergie n'a pas augmenté. Ça, c'est parce qu'il y a des autres facteurs qui ont joué un rôle fondamental. Et notamment, il y a les facteurs d'efficacité, qu'on voit ici en vert, qui a diminué de plus de 85%. De plus de 20%.
Ça, c'est parce que, et ça, c'est lié au fait que dans les petits sous-secteurs d'utilisation finale, on a amélioré notre consommation par activité. Par exemple, l'énergie nécessaire pour chauffer un mètre carré a diminué, l'énergie nécessaire pour faire rouler un véhicule pendant un kilomètre a diminué, l'énergie nécessaire pour produire une tonne de ciment a diminué. Donc ça, c'est un facteur qui va diminuer notre demande en énergie. Et après, il y a le dernier facteur, que c'est la structure, qu'il faut aussi enlever comme facteur séparé. Et ça dépend de différents mix de types, par exemple, des secteurs dans l'industrie. Si celle a diminué, ça signifie qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui sont moins intenses. Par exemple, il y a moins d'industries lourdes comme le ciment et l'acier et plus d'autres types d'industries. Il y a plus de services que d'industrie. Ou par exemple, dans le secteur du transport, une réduction du facteur de structure peut venir du fait que les gens ils vont prendre plus les transports en commun qui sont plus efficaces par rapport à les voitures privatisées. Maintenant, voir plus spécifique, qu'est-ce que sont les données qu'on nécessite pour calculer et suivre l'efficacité énergétique. On va ici avec les données plus agrégées des bilans énergétiques. On peut calculer, bien sûr, différents indicateurs, mais ce sont des indicateurs agrégés, comme on a déjà vu, par exemple l'intensité de l'économie en divisant l'approvisionnement en énergie par le PIB ou la consommation par habitant. Par contre, ça, on a déjà vu que ne représente pas l'efficacité énergétique. Donc, si on augmente notre collecte de données ou notre accès à des données plus détaillées, on peut calculer des indicateurs de consommation finale. Par exemple, on peut voir l'énergie consommée par les voitures par chaque passager kilomètre, ou l'énergie nécessaire à la climatisation d'une surface spécifique. On peut aller aussi plus en détail et calculer des indicateurs d'efficacité pour les processus ou les appareils. Par exemple, l'énergie consommée par chaque unité de réfrigération en moyenne dans les pays. Il y a toujours un bilan entre les coûts d'avoir plus de données et les bénéfices d'avoir plus de données, des indicateurs plus détaillés. Notamment, il faut trouver pour chaque type de secteur et pour chaque pays la meilleure option. Par exemple, il y a des secteurs où on peut être suffisamment satisfait de calculer des indicateurs à un niveau plus agrégé et des secteurs où il faut par contre aller calculer des indicateurs plus désagrégés et donc avec un besoin de données plus élevé pour suivre l'efficacité énergétique. Notamment au niveau des politiques spécifiques, s'il y a une politique par exemple sur la réfrigération et sur les frigos dans les pays, il faudra suivre comment est-ce que ça évolue l'efficacité énergétique moyenne des différentes unités de réfrigération disponibles et utilisées dans les pays. Mais comment est-ce qu'on calcule, c'est quoi la définition d'indicateur d'efficacité énergétique? La définition mathématique, c'est la division entre la consommation d'énergie par l'activité. Quand on dit consommation énergétique, on inclut tout, du pétrole, de l'électricité, du charbon, toutes les énergies consommées pour une activité spécifique. Et pour l'activité, c'est divisé par l'indicateur d'activité les meilleurs qu'on peut trouver pour calculer ces indicateurs. Ça peut être, par exemple, la production du ciment, si on est en train de regarder la consommation d'énergie pour produire le ciment. Ou ça peut être la surface, si on regarde le chauffage dans un bâtiment. Ou ça peut être, par exemple, les kilomètres parcourus, si on regarde l'efficacité d'un véhicule. Donc, un indicateur d'efficacité énergétique nous dit combien d'énergie est nécessaire pour exécuter un service particulier. Mais on regarde secteur par secteur plus en détail. Si on regarde le secteur résidentiel, les données sur la consommation, on veut les diviser, comme on a déjà vu, par utilisation finale. Donc, par exemple, on veut savoir l'efficacité de la cuisson, du chauffage de l'eau, de l'éclairage, de la ventilation, la climatisation, etc., etc. Et au niveau des données d'activité, on peut utiliser soit la population, soit le nombre d'habitations ou de maisons occupées, la surface totale du secteur résidentiel, donc des maisons occupées, le nombre de foyers avec accès à l'électricité, les stocks des appareils et leur diffusion. Par exemple, combien de climatisateurs il y a installés dans les pays. Par contre, après, on doit coupler chaque donnée de consommation avec la meilleure donnée d'activité, comme on a dit, pour faire notre division et donc notre ratio et notre indicateur d'efficacité énergétique. Par exemple, on veut diviser l'éclairage par le nombre d'habitations occupées, par exemple, pour avoir notre indicateur, combien d'énergie nous faut pour éclairer une
maison ou un appartement dans mon pays. Mais allons faire ça comme un petit exercice sur menti.com. Je vous invite à venir à nouveau sur le site menti.com. Les codes, c'est resté les mêmes normalement. Donc, on ne doit pas changer les codes. On va juste se connecter sur Menti. Moi, je vais partager mon écran et commencer à réfléchir pour le secteur résidentiel. Quel type d'indicateur d'activité pour chaque utilisation finale on peut penser de devoir utiliser. Ici, on est. Vous voyez bien mon écran. Alors, donc, la question, c'est de faire correspondre les données énergie, donc de consommation, à les données d'activité. Activité, il n'y a que deux options seulement ici. Il y a le nombre d'habitations occupées, l'habitation, c'est appartement ou maison, et l'autre, c'est la surface résidentielle, donc le mètre carré total dans le secteur résidentiel par les habitations occupées. Et on a les différentes consommations finales d'énergie. Donc, on a le chauffage, le refroidissement des locaux. Qu'est-ce que c'est le meilleur indicateur d'activité pour le chauffage, par exemple? Est-ce que c'est la surface ou le nombre d'habitations? Et le même pour la cuisson, l'éclairage et les appareils ménagers. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Il y a des premières réponses qui commencent à arriver. Enfin, deux réponses déjà sont arrivées. Et pour le chauffage, en effet, on voit que les deux personnes ils disent que les mieux, c'est utiliser la surface comme indicateur d'activité. Pour le chauffage d'eau, plutôt le nombre d'habitations. Pour la cuisson aussi, pour l'éclairage aussi, et pour l'appareil ménager aussi. On a 3 réponses. Je vous laisse un peu encore répondre. Après, on va voir dans les slides directement qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques d'utilisation d'activité. Je laisse encore certains d'entre vous réfléchir. On voit que sur l'éclairage, on n'est pas tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui disent que c'est le nombre d'habitations, des autres personnes qui disent que c'est la surface résidentielle. Par les autres, on est plus ou moins d'accord que pour le chauffage, c'est la surface et pour les autres, c'est plutôt le nombre d'habitations. Et encore, je laisse encore 3 personnes répondre, comme ça on arrive à 10. Ça vous réfléchissez un peu avant. En effet, important, c'est de dire qu'il n'y a pas la meilleure solution, mais il y a une solution qui a deux sens par rapport à ce qu'on veut faire. Par contre, par exemple, pour le chauffage, en effet, vous avez bien répondu. C'est beaucoup plus intéressant de regarder la consommation par surface que par habitation. Parce que si on a un appartement qui est plus grand, on nécessite beaucoup plus d'énergie pour le chauffer. Donc, si on veut regarder vraiment l'efficacité de notre chauffage, on doit savoir aussi la dimension de notre surface résidentielle. C'est un peu similaire au concept du transport que si on veut savoir les kilomètres parcourus, pas le nombre de véhicules. On veut savoir vraiment la quantité. Pour le chauffage d'eau, on voit que vous avez mis, par exemple, le nombre d'habitations, la consommation d'énergie pour le chauffage d'eau par le nombre d'habitations. Et ça, en effet, a du sens. On est d'accord aussi à l'AIE, on utilise le même indicateur parce que même si la maison elle est plus grande, on ne va pas chauffer plus d'eau. C'est sûr, si on a une maison très très grande parce qu'il y a 10 personnes dedans, peut-être on va chauffer plus d'eau que dans une petite maison où il n'y habite qu'une personne. Mais en général, il n'y a pas une grosse différence. Aussi pour la cuisson. Pour la cuisson, on a plutôt tendance à dire qu'on cuisine une fois chaque repas dans un appartement ou dans une maison, et ce n'est pas proportionnel à la dimension de la maison. Mais si on a une maison un peu plus grande, on cuisine, on utilise la même énergie pour cuisiner. Donc, l'efficacité, ça ne dépend pas de la dimension de la maison. Pour l'éclairage, en effet, on peut être un peu partagé. On peut se dire, si la maison est plus grande, on a besoin de plusieurs ampoules, si les pièces sont plus grandes, etc., etc. Par contre, on peut se dire aussi que si la maison est plus grande, elle a plus d'habitations, on n'est pas en même temps dans toutes les habitations, donc dans toutes les chambres, pardon. Donc, une chambre elle est allumée, l'autre elle est fermée, même si l'habitation, mais si la maison elle est plus grande, on n'a pas besoin de consommer plus. Mais ça aussi, ça dépend. Et donc, il n'y a pas une réponse correcte, mais en effet, à l'AIE, on utilise
le nombre d'habitations occupées pour être un peu, pour faire un choix un peu plus facile, on peut dire. Oh. Pour les appareils ménagers, on a mis nombre d'habitations, en effet, du sens, parce que si l'habitation est plus grande, il n'y a pas beaucoup de sens, à moins qu'on parle, par exemple, des appareils pour le nettoyage. Si on doit passer un aspirateur et la maison est plus grande, notamment, on devra consommer de plus. Mais en effet, ce n'est pas le cas pour tous les appareils ménagers. Par exemple, pour un réfrigérateur, normalement, dans un appartement, on a un réfrigérateur, mais si l'appartement est plus grand. Par contre, pour les appareils ménagers, on va voir qu'il y a aussi un indicateur d'activité encore meilleur que ces deux-là. On va tout de suite avoir la présentation. J'ai parlé un peu. Alors, ecco quoi. J'espère que vous voyez déjà ma présentation. Et on va repartir avec les slides. On revient à notre slide d'avant et on va essayer de coupler un peu comme l'exercice que vous avez fait. Pour la cuisson, en effet, comme on disait, le nombre d'habitations coupées, c'est le meilleur indicateur parce que si la maison elle est plus grande, on ne va pas cuisiner plus. Pour la climatisation, par exemple, par contre, et le chauffage aussi, la surface est importante parce qu'on doit climatiser ou chauffer une habitation plus grande ou plus petite. Donc, la dimension, ce cas-là, donnée par la surface, est très important à connaître pour avoir un indicateur d'efficacité de qualité. Pour les appareils ménagers, par contre, on voit qu'un bon indicateur d'activité à utiliser pour calculer l'efficacité, c'est le stock d'appareils de diffusion. Donc, par exemple, la consommation pour la climatisation par le nombre de climatisateurs, ou la consommation des réfrigérateurs par le nombre de réfrigérateurs. Donc, combien consomme un réfrigérateur en moyenne dans le pays ou dans la région. Un concept très important, c'est aussi les bâtiments occupés contre les bâtiments totaux, parce que dans un pays, il y a toujours des bâtiments qui sont inoccupés, au vide, ou des bâtiments, des résidences secondaires de vacances. Donc, on ne veut pas diviser notre consommation d'énergie par des bâtiments qui ne consomment pas. Donc, pour éviter de fausser notre indicateur d'efficacité. Donc, très important, dans les statistiques, il faut utiliser quelle résidence principale pour ces calculs-là, soit par le nombre de résidences et soit pour les surfaces. On va maintenant voir le secteur des services. Pour le secteur des services, on peut avoir une approche pour consommation finale, comme pour le secteur résidentiel, par exemple chauffage, climatisation, éclairage, etc., etc. On peut avoir aussi une approche sectorielle, par exemple le secteur du service dans les commerces, ou le secteur des finances, le secteur de l'éducation, comme les écoles, ou le secteur de santé, comme les hôpitaux. Comme ça, on peut avoir une analyse différente et un suivi différent des indicateurs pour chaque type de services. Donc, les bâtiments sont différents. Dans l'éducation, par exemple, les bâtiments, ils chauffent plutôt dans la journée, dans la santé, aussi la nuit, parce qu'il y a des personnes qui sont hospitalisées. Donc, il y a des différentes tendances de consommation et peut-être on va les étudier séparément. Mais qu'est-ce qu'on utilise comme données d'activité? Réfléchissez un peu. On va voir bientôt que c'est un peu différent que le secteur résidentiel, mais aussi similaire. On peut utiliser, bien sûr, la surface, si on parle de chauffage ou de climatisation. Mais après, si on parle de division sectorielle, c'est un peu plus compliqué à utiliser la surface, il a moins de sens. Donc, on va peut-être utiliser des indicateurs différents comme la valeur ajoutée. Et on va calculer combien d'énergie on consomme dans les commerces, par exemple, par chiffre d'affaires ou par nombre d'employés aussi. Donc, ça, c'est des indicateurs qui peuvent être utilisés pour calculer l'efficacité dans le secteur des services. Allons voir maintenant un autre secteur très important, le secteur de l'industrie. Dans l'industrie, on va diviser notre consommation par sous-secteur. Notamment, on peut utiliser la classification ISIC, que c'est la classification internationale des sous-secteurs économiques. On voit ici, par exemple, on peut avoir la chimie, la sidérurgie, les métaux non ferreux, et notamment, on peut diviser ça encore plus en allant voir l'aluminium. On peut avoir des minéraux non métalliques, et on peut aller plus en détail en regardant les ciments et les clinkers séparément, les papiers, etc., etc. Mais quel indicateur d'activité on va utiliser pour les diviser à ces consommations par chaque de ces différents secteurs de consommation? Pour le secteur de l'industrie, on a deux options en particulier. La première à prendre, quand c'est possible, c'est la production physique.
Donc, par exemple, pour le secteur de la sidérurgie, on peut diviser la consommation par la production en tonnes de l'acier. Et ça nous donne un indicateur d'efficacité très puissant parce qu'ils nous disent année par année, on peut aussi comparer pays par pays, combien d'énergie est nécessaire pour produire une tonne d'acier. Et ça, c'est vraiment un indicateur d'efficacité. La même chose, on peut la faire pour le ciment, pour les clinkers, pour des autres secteurs. Par contre, il y a des secteurs où il y a des fois où les données ne sont pas disponibles, des secteurs plus hétérogènes, où il n'y a pas qu'un produit singulier produit qu'on peut suivre de façon physique, comme le ciment et l'acier. Et donc là, on va utiliser les chiffres d'affaires ou la valeur ajoutée du secteur. Et donc, on calcule un indicateur d'efficacité un peu plus basé sur des valeurs économiques. Dans ces cas-là, par contre, il faut faire attention. Si on veut comparer année par année, il faut utiliser une valeur ajoutée corrigée par rapport à une année spécifique. Parce que, comme vous savez très bien, la valeur de la monnaie varie par rapport à l'inflation année par année. Et si on veut comparer que l'efficacité énergétique, on doit essayer d'enlever l'effet de l'inflation, donc en utilisant des déflateurs, par exemple. Pour le secteur des transports, c'est très intéressant aussi. On veut segmenter et désagréger notre consommation par segment de transport. Donc, on divise déjà le secteur des passagers et le secteur de fret, donc les transports de personnes et les transports de marchandises. Et après, les modes de transport. Est-ce qu'il y a un transport routier, transport rail, transport aérien? Et aussi, on va plus en détail pour certains d'entre eux, notamment pour le transport routier. Et on va voir aussi les types de véhicules. Par exemple, les voitures, les bus, etc. etc. Et on veut voir exactement aussi, par la partie d'activité, notre service donné. Comment est-ce qu'on va donner ces services ou estimer la quantité de service ou la qualité donnée par le secteur des transports? Ça, c'est donné par ce type de données d'activité listées ici dans la slide. On voit qu'on peut utiliser les nombres de véhicules, par exemple la consommation totale par les voitures dans le secteur de passagers divisé par les voitures totales. Donc, il nous donne combien une voiture consomme dans les pays. Par contre, ça ne donne pas exactement l'efficacité énergétique parce que ça dépend aussi de combien de personnes ils utilisent la voiture. S'ils utilisent beaucoup, ces indicateurs vont accroître. S'ils utilisent beaucoup moins, ça va rester plus petit. Alors, on va aller vraiment plus en détail et voir, par exemple, les véhicules kilomètres qui nous donnent la distance totale parcourue pour chaque véhicule. Et là, on commence vraiment à voir, pour rouler 1 km, 2 km, 100 km, combien d'énergie est nécessaire. Ça, c'est plus proche d'un vrai indicateur d'efficacité énergétique. Et si on veut aller plus loin, comme les services du secteur des transports passagers, c'est de faire bouger des personnes d'un endroit à l'autre, on va regarder les passagers kilomètres, qui nous donnent un indicateur de combien de personnes étaient transportées par 1 kilomètre. Donc, si le taux d'occupation, si dans un véhicule il y a 4 personnes au lieu qu'1, notre efficacité énergétique va aussi être augmentée parce qu'on a un service plus grand. Et après, pour le secteur des frais, similairement, on a les tonnes kilomètres qui nous disent combien de tonnes elles ont été transportées pendant 1 kilomètre. Et donc, combien d'énergie on nécessite pour transporter une tonne pour 1 kilomètre. On va voir après comment est-ce qu'on calcule ces passagers kilomètres et tonnes kilomètres rapidement dans ce slide. On va voir qu'on peut utiliser l'occupation, donc le nombre de passagers par véhicule, multiplié par le nombre de véhicules et par la distance parcourue. Donc ça, c'est comment on calcule notre indicateur passager kilomètre ou tonnes kilomètre, qu'on va diviser en notre consommation pour chaque véhicule et que ça va nous donner une indication très claire de l'efficacité énergétique de chaque type de véhicule et segment dans notre pays. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de cette présentation et c'est comment collecter ces données. On a déjà vu dans les présentations d'hier et d'aujourd'hui qu'il y a différentes sources de données et méthodes. La première chose à regarder est s'il existe déjà des données qu'on est en train de chercher avant le début de nouvelle collecte. Donc, regardez les sources administratives. Par exemple, le ministre des Transports pourrait avoir les données sur les passagers kilomètres et les tonnes kilomètres qui sont utiles à vous pour calculer les indicateurs d'efficacité énergétique sans devoir collecter de nouvelles données ou estimer. Après, il y a l'outil de sondage. On peut faire de nouveaux sondages ou ajouter des questions sur les sondages existants.
Après, on a les compteurs, les mesures directes. Par exemple, il y a des compteurs électriques intelligents qui permettent de savoir la consommation par type d'utilisation finale dans certains pays, dans certaines régions, dans certaines villes. Ce n'est pas en couverture encore globale et totale, donc ça va arriver. Et après, à la fin, il y a la modélisation, en complément des sondages, des autres types de données récoltées ou indépendamment. Ça nous permet d'estimer la consommation par activité. Par exemple, notamment, la modélisation peut servir pour calculer, par exemple, pour les réfrigérateurs dans un pays, on a des données sur les ventes des différents réfrigérateurs, on va faire des estimations ou des hypothèses sur les taux de remplacement, combien de frigos vont être remplacés, et combien de vieux frigos sont encore en route, en marche, et c'était quelle leur efficacité, pour calculer une efficacité moyenne du parc de réfrigérateurs dans notre pays. L'AIE a développé un manuel méthodologique pour les statistiques d'efficacité énergétique qui est disponible gratuitement sur le site de l'AIE à cet lien-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir aussi la présentation, donc vous pouvez directement cliquer sur le lien. Sinon, vous allez juste sur le site de l'AIE et vous écrivez Energy Efficiency Indicators manual et vous allez le trouver. C'est disponible aussi en français. Et il y a aussi un manuel plutôt sur l'utilisation de ces indicateurs. Sur les premiers manuels, c'est sur la construction de ces indicateurs, comment est-ce qu'on va les calculer, un peu ça qu'on a vu aujourd'hui. Et il y a un autre manuel essentiel pour les politiques d'efficacité énergétique qui explique comment utiliser les indicateurs d'efficacité énergétique, comment les interpréter pour préparer des politiques d'efficacité énergétique ou des plans d'efficacité énergétique basés sur des informations solides. L'AIE a aussi développé en ligne une database de bonnes pratiques pour faire la collecte des données au niveau d'utilisation finale de l'énergie. Et ça, c'est par pays, on peut chercher, par secteur, par type de méthodologie, donc administrative, mesures, modèles ou enquêtes, et par type aussi de contenu. Des fois, il y a aussi les questionnaires utilisés par les pays pour faire ces petites collectes qui sont partagées dans cette database. Et c'est très intéressant pour un pays, avant de commencer une nouvelle collecte, peut-être, de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait les autres. Et aussi, si vous avez des pratiques très intéressantes dans la collecte de l'énergie d'utilisation finale ou de données d'activité pour faire des indicateurs d'efficacité énergétique, on vous invite à nous les partager et on va avec plaisir les publier dans notre database que vous pouvez trouver à les liens donnés ici dans la slide, que vous avez aussi à voir dans les slides qu'on va vous envoyer après la présentation. Mais qu'est-ce que sont les messages clés à retenir? C'est qu'on a besoin de données détaillées pour calculer des indicateurs d'efficacité. Comme ça, on peut mettre en avant les secteurs en priorité dans nos pays. Comme ça, on peut comprendre les tendances de l'efficacité énergétique et on peut créer et suivre des politiques d'efficacité énergétique de façon plus efficace. D'où commencer? Il faut, première de tout, connaître et identifier les données nécessaires dans nos pays, les plus de détails nécessaires, adapter la collection à notre profil, donc les secteurs qu'on a plus en priorité, etc., etc. Et aussi partager les expertises avec les autres pays et les autres organisations pour réussir à trouver les meilleures solutions à notre problème. En disant ça, on va passer directement à faire l'exercice sur les indicateurs d'efficacité énergétique et après on fera une petite session de questions et réponses avant de passer à parler de prix de l'énergie. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec l'exercice sur les indicateurs d'efficacité énergétique. Hop. J'espère que vous les voyez bien. Les fichiers Excel. Et n'hésitez pas à utiliser ce moment aussi pour commencer à envoyer vos questions si vous en avez sur les indicateurs. Oui, tout de suite après l'exercice, on va répondre à les questions, à moins qu'il y ait des urgences avant l'exercice. Non, aucune question pour le moment. Ta présentation, apparemment, les sont faciles. J'espère que vous n'avez pas endormi mon accent italien. Bon, de toute façon, on va continuer avec l'exercice. Comme on voit, l'exercice, c'est un continu de l'exercice qu'on a fait avant. On a toujours notre bilan qu'on a calculé avec l'exercice que Nicolas il a présenté juste avant. Et là, on a un petit peu plus d'informations. Notamment, on peut voir la consommation par les différents secteurs de l'industrie. Donc, cet exercice, c'est centré à les calculs des
indicateurs d'efficacité énergétique dans le secteur de l'industrie. Donc, on a cette information-là, combien il consomme chaque sous-secteur. On a le fer et l'acier, donc la sidérurgie, le ciment, la fabrication des machines et des autres secteurs. On a aussi des informations sur la production physique. Par exemple, ici, on peut voir la production de fer et d'acier en tonnes. On peut voir la valeur ajoutée ou le chiffre d'affaires dans les différents secteurs. Mais la première question, c'était de calculer l'intensité énergétique de l'économie. Et nous fournissons les PIB du pays en 2019. On a pu calculer notre intensité énergétique simplement en divisant l'énergie totale, comme on voit ici, d'approvisionnement dans les pays, par les PIB que c'était disponible dans les tableaux. En voyant qu'on a en 5,25 mégajoules par dollar en 2019. On a aussi donné un autre indicateur d'efficacité, une autre intensité énergétique par l'année 2010, par contre, et c'était beaucoup plus élevé, 7,8. En effet, la question suivante nous demande, est-ce que l'intensité énergétique a diminué depuis 2010? Et si oui, pouvez-vous dire que ça c'est dû à les améliorations de l'efficacité énergétique? Ça c'est une question très importante qu'on a répétée plusieurs fois. Mais est-ce que cette diminution qu'on voit de 7,8 à 5,2 de l'intensité énergétique représente des améliorations de l'efficacité énergétique? La réponse est non, comme on a dit plusieurs fois, parce que l'intensité énergétique est calculée comme l'énergie nécessaire pour produire une unité de PIB. Et par contre, ça a dedans toute la structure de l'économie. Par exemple, de 2010 à 2019, c'est possible qu'on ait un changement de structure qui a causé cette diminution. Par exemple, le pays il a diminué sa production d'acier, il a plutôt développé le secteur de services qui est beaucoup moins intense. Donc, la réponse, c'était juste non. Et pourquoi? Parce que cet indicateur est trop agrégé et il n'étudie pas l'efficacité énergétique. On avait après la question 3 qui nous demande d'utiliser les données ici qu'on a vues, de la production d'acier en kilotonnes, de chiffre d'affaires, valeur ajoutée pour les différents secteurs, pour calculer les meilleurs indicateurs d'efficacité énergétique pour chaque secteur. Donc, pour les fer et l'acier, comme on a vu, c'est un secteur homogène, parce qu'il y a un produit final unique, que c'est l'acier, où on va pouvoir utiliser comme données d'activité. Donc, on peut utiliser les tonnes d'acier produites comme notre activité de référence. Donc, on va voir notre indicateur d'efficacité comme gigajoules énergie divisé par les tonnes d'acier produit. Pour calculer ça, on a vraiment divisé dans notre bilan les totales d'énergie consommée dans le secteur de la sidérurgie, fer et acier, par la production d'acier en 2019 en tonnes. Donc, on a des gigajoules par tonne. La même chose, on a fait pour le ciment. On avait la même information. Comme c'est un secteur homogène, on a fait la même chose. On a calculé l'énergie nécessaire pour produire une tonne de ciment. Par contre, pour la fabrication des machines, c'est un secteur très hétérogène, il y a beaucoup de différents produits qui sont des produits aussi très difficiles à monitorer. On a plutôt opté pour utiliser la valeur ajoutée ou le chiffre d'affaires. Donc, on a divisé la consommation par la valeur ajoutée. Donc, l'argent et les revenus, les bénéfices faits par les secteurs internes économiques. Même chose, on a fait pour les autres secteurs. Ça, c'est notant, c'est très hétérogène parce que ça inclut tous les autres secteurs qui ne sont pas listés là. Après, on a aussi recalculé l'intensité énergétique de l'industrie en total, en utilisant les valeurs ajoutées, ça c'est important parce que l'industrie en total c'est hétérogène, et par les fer, l'acier et les ciments de façon économique aussi, juste pour avoir les deux indicateurs. Ça peut être intéressant si on compare, par exemple, des secteurs comme le fer et l'acier avec les secteurs de fabrication de machines ou les autres secteurs de l'industrie. C'est important d'utiliser les mêmes activités. Donc ici, on a divisé aussi par chiffre d'affaires aux valeurs ajoutées. Parce qu'on ne peut pas comparer en valeur en mégajoules par dollar avec en valeur en gigajoules par tonne. On doit utiliser les mêmes unités. C'est pour ça qu'on a recalculé ici. On peut voir notamment que pour le fer et l'acier, l'intensité par chiffre d'affaires, elle est beaucoup plus élevée que de tous les autres secteurs de l'économie qu'on voit ici. Après, il y avait une petite question sur l'évolution et la tendance de l'efficacité énergétique. On a déjà calculé dans la question d'avant l'efficacité énergétique en 2019 et on a les données de 2010 fournies par l'exercice. On devait calculer la tendance, la croissance. Ici, on a calculé une croissance en moyenne annuelle. Bon, ça pouvait être une croissance totale pendant les années.
Et on voit que pour tous les secteurs, moins que les ciments, on a une diminution de l'intensité énergétique, donc une amélioration de l'efficacité. Par contre, pour le secteur du ciment, on voit que l'intensité a augmenté de 2% par an, que ce n'est pas négligeable et que ça pourrait nous faire demander pourquoi ça s'est passé. Si on se demande ça, ça pourrait être pour différentes raisons. Ça peut être par exemple que les usines productrices de ciment ont vieilli et sont moins efficaces aujourd'hui. Ils n'ont pas eu une maintenance, une bonne maintenance qui a permis de garder une efficacité énergétique, ou peut-être parce qu'il y a des nouvelles usines qui sont moins efficaces ou plus petites qui ont été construites dans les pays. Ou peut-être dans les parties du ciment, dans les sujets des ciments très spécifiquement, il y a peut-être un changement du secteur dans les pays. Et notamment, il y a peut-être une production nationale aujourd'hui du clinker, que c'est la matière première pour fabriquer les ciments. Et avant, c'était importé. Donc, on a ramené ces consommations nécessaires à la production du clinker au niveau national, qui avant, c'était fait à l'étranger. Ça, c'est aussi pour souligner que même un indicateur d'efficacité au niveau du ciment nécessiterait d'être désagrégé encore plus pour aller au niveau clinker et ciment séparément, pour vraiment pouvoir étudier l'efficacité énergétique. Parce que comme on voit ici, c'est possible qu'il y a du bruit dû au fait que dans cet indicateur d'intensité ciment, il y a aussi la production de clinker qu'on ne sait pas, avec ce niveau de détail, si c'est produit au niveau national ou si c'est importé déjà produit, donc en diminuant la demande en énergie pour la production de ciment. On a fini avec l'exercice. Je pense qu'on va passer directement à la prochaine présentation. Je demande à Nicolas de faire une petite introduction sur les prix de l'énergie pour avoir quelque chose d'un peu intéressant. Et après, je vais continuer avec les techniques pour faire le reporting des prix de l'énergie, s'il n'y a pas d'autres questions. Excusez-moi un instant. Encore, si vous avez des questions, vous n'avez pas eu le temps de les poser aujourd'hui pendant le webinaire live, vous avez la possibilité de les faire par email, par WhatsApp ou pour les autres canaux de communication qu'on a mis en place avec vous. Merci beaucoup. Je laisse Nicolas maintenant continuer la présentation. Merci Gianluca pour cette présentation très intéressante sur l'efficacité énergétique. Et comme vous l'avez vu, c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup à dire. Maintenant, nous allons finir ce webinaire par une dernière partie sur les prix de l'énergie. Donc, les prix de l'énergie, nous allons voir d'abord pourquoi ils sont importants, puis vous verrez avec Gianluca les concepts clés des statistiques pour les prix de l'énergie, donc sur le prix de l'utilisateur final et sur la comparativité entre les prix. Et nous finirons avec encore un exercice Excel pour finir cette deuxième journée. Donc, pourquoi étudier les prix de l'énergie est-il important? Pourquoi les prix sont-ils importants? Bien, les prix de l'énergie reflètent les événements mondiaux que l'on voit, que l'on a vu à travers l'histoire. Le marché de l'énergie est un marché interconnecté entre l'ensemble des pays sur le globe, et les changements de prix que l'on peut voir dans un pays ou l'autre reflètent souvent des événements majeurs, qu'ils soient politiques, des développements politiques, des catastrophes naturelles ou encore des décisions faites par certaines entreprises. Donc, par exemple, sur ce graphique, sur cette courbe, on peut voir justement la première crise des quotas de l'OPEC entre les années 1987 et 2001, la crise financière mondiale de 2009, où on a eu une chute violente des prix, et on peut commencer à voir justement, grâce à nos données actualisées, les effets de la crise actuelle du Covid-19, sur les prix moyens du pétrole brut. Donc, les prix justement d'énergie qu'on a vu peuvent avoir des variations brutales et ne sont pas les mêmes suivant les pays. Par exemple, en 2018, les consommateurs béninois ont payé leur essence plus de 2,5 fois plus cher que les Américains. C'est notamment dû au fait que les États-Unis
ont, depuis plusieurs années, commencé à avoir une production locale importante de leur propre pétrole, ce qui fait qu'ils le payent moins quand le Bénin dépend fortement des importations, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, une dépendance sur l'importation fait que les prix seront impactés, les prix mondiaux impacteront les prix à la pompe pour les Béninois. Et autrement que ces décisions, ces événements extra-gouvernementaux, nous avons aussi des variations qui peuvent dépendre de la disponibilité du produit, simplement. Si on a eu un problème dans une raffinerie, avoir du diesel coûtera plus cher parce qu'il y aura moins de production pour toujours autant de demandes, et aussi des politiques gouvernementales qui parfois vont faire varier les taxes appliquées sur certains produits pour justement encourager la consommation de tel ou tel autre produit. Donc, plutôt, pourquoi les gouvernements taxent-ils la consommation de l'énergie? Eh bien, tout d'abord, la demande en énergie est une demande qui est stable dans le temps. La population a ce besoin pour se déplacer, pour se chauffer, pour la cuisson de ses aliments. Donc, ça permet d'avoir une augmentation de revenus et une stabilisation des revenus de l'État. Cela permet aussi d'internaliser les coûts liés à la consommation justement de ces carburants. Comme nous l'avons vu, certains carburants ont des impacts sur la santé publique, sur les émissions de CO2 et sur d'autres éléments possibles. Et cela permet justement d'avoir des taxes, des éléments qui essaient de contrebalancer ces problèmes engendrés par la consommation de ces carburants. Et enfin, comme je vous l'ai dit, certains pays mènent le changement justement pour encourager les changements de comportement en taxant davantage ou en retirant les taxes sur certains produits pour les encourager à consommer encourager la population à consommer tel ou tel produit énergétique. Donc, l'énergie est une part, comme je dis, est une part constante des foyers. C'est aussi une part importante des dépenses d'un foyer. Vous avez à gauche l'estimation des dépenses directes des foyers en énergie pour une sélection des pays de l'OCDE. Et vous voyez que dans certains pays, comme la Slovénie, on avait en 2015 plus de 17% des dépenses totales du foyer qui étaient consacrées à l'énergie, que ce soit pour le chauffage, pour la cuisson, etc. Donc, c'est visiblement une dépense non négligeable dans le budget des habitations, des foyers. Les dépenses en énergie, au niveau du PIB d'un pays, on estime qu'en moyenne, elles représentent 8 à 10% de ce PIB, ce qui est encore une fois une part non négligeable. Et ce prix a aussi un impact sur la compétitivité des entreprises. Avoir justement, dans l'exemple ici, l'électricité représente 40% du coût de production de l'aluminium, c'est le cas général, une mesure générale quand on produit de l'aluminium, et le fait que la Chine ait justement des prix beaucoup plus compétitifs que par exemple les États-Unis fait que les fonderies chinoises ont beaucoup plus de clients et vendent bien mieux leurs produits car ils coûtent moins cher du fait de moins de taxes sur cette industrie. Donc, en conclusion, comme je vous le disais, l'énergie est une dépense importante pour les foyers et pour l'industrie, pour les entreprises en général, et elle est essentielle à l'économie d'un pays. Donc, à nouveau, un petit exercice sur Mentimeter pour voir quelles sont vos idées sur le sujet. Donc, toujours en utilisant le même code. Nous avons à nouveau une question libre où là, nous allons vous demander quelles sont les différentes composantes du prix final payé par les consommateurs pour les produits énergétiques dans votre pays. Mettons là, par exemple, on va voir le cas de l'électricité ou du gaz. Dans le prix payé par les utilisateurs finaux, par les consommateurs de l'électricité dans le Bénin ou dans le gaz, quelles sont les composantes en réalité les composantes de ce prix, selon vous? Donc, nous avons le tarif, le prix hors taxe, la taxe et la TVA. Quelqu'un a suivi nos webinaires déjà. En tout cas, les termes sont bons.
moment une seule réponse. Nous verrons un peu plus tard, justement, dans la préparation avec Gianluca, la différence que nous faisons entre les tarifs et le prix. Il y a en effet une différence sur la définition que l'on donne derrière chacun de ces termes. Le prix du combustible, le prix hors taxe, les taxes, en effet, la TVA, le prix du kilowattheure, donc différent du tarif, le prix hors taxe, prix du combustible, la prime fixe, intéressant, prix hors taxe, taxe, tarif. D'accord. Et vous n'avez, si certains d'entre vous ont les noms des taxes, justement, si certaines taxes dans le Bénin ont des noms spécifiques, ils sont curieux aussi de les avoir. Taxes d'électrification, très bien. Et donc aussi, plusieurs taxes conformité aux normes QUA. Je n'ai pas cette norme. Très bien. Merci pour votre participation. Oula, oui, 12 TATS, prime fixe, TATS à Berne. Très bien, d'accord. Intéressant. TATS, donc on va voir maintenant avec Gianluca justement quelles sont les différentes composantes dans notre méthodologie que nous utilisons pour justement la qualité de ces statistiques. Merci Nicolas, et merci à tout le monde pour être encore présent après cette longue journée. Cette longue matinée. On va tout de suite terminer avec les slides sur les prix d'énergie et après on va faire un petit exercice aussi en Excel avant de vous donner la parole si vous avez encore des questions. On commence tout de suite, je propose, avec qu'est-ce que payent les consommateurs? Comment est-ce que c'est les prix et comment est-ce qu'on le définit ici à l'AIA? Les prix finaux d'une source d'énergie payée par les consommateurs finaux, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est égal à les prix hors taxe, sans appliquer les taxes, plus la taxe totale. Et cette taxe totale, ça peut être composé de la TVA, sur la taxe sur la valeur ajoutée, plus des autres taxes d'accise. Allons analyser ces différents composants séparément. Les prix hors taxe couvrent tous les coûts qu'il y a avant que les produits n'atteignent les consommateurs. Donc, il y a les prix du matériel brut, il y a les prix des transports et des productions, et après, il y a les marges de profit que le distributeur d'énergie va devoir faire pour son fonctionnement et son bénéfice aussi. Donc, c'est tout sauf les taxes. Et qu'est-ce que c'est la taxe d'accise ou la tarif d'accise? La taxe d'accise, c'est taxes qui sont basées sur le volume. Par exemple, c'est des dollars en litre, des dollars à kilowattheure, et excluent la TVA. Elles peuvent inclure des différents types de taxes. Ça peut être la taxe sur l'environnement, la taxe de CO2, la taxe sur l'électrification, ça peut être des primes sur certains types d'énergie, etc., etc. Par exemple, en Suède, la taxe d'accise inclut les taxes sur l'énergie, la taxe sur les émissions et la taxe sur le sulfure. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est un peu différent de la taxe d'accise parce que ce n'est pas une taxe appliquée sur le volume, c'est une taxe appliquée sur la valeur ajoutée, donc sur prix payé. Donc, c'est une taxe, un pourcentage qui va être appliqué à les prix avant d'être calculé. C'est remboursé au consommateur intermédiaire, donc l'industrie, et dans certains pays, c'est l'équivalent de taxe des ventes. Dans certains pays, ce n'est pas appelé TVA. On voit qu'il y a une grosse augmentation de pays qui utilisent la TVA. Depuis 1960, on peut voir dans ces graphiques en bas qu'il n'y avait pas beaucoup de pays qui utilisaient la TVA, et aujourd'hui, il y a plus de 160 pays qui ont appliqué une taxe sur la valeur ajoutée. On va voir un exemple un peu pratique maintenant, tout de suite. Avec deux pays, on a un pays A et un pays B en bas, les verts et les bleus. On va calculer les prix pour le prix final du consommateur pour l'essence dans ces deux pays. Les prix hors taxe pour le pays B, on voit qu'elle est moins chère, à 0,4 € par litre contre 0,6. Par exemple, dans ces pays, c'est un pays producteur où il y a des raffineries, le pétrole il est produit dans les pays mêmes, donc les coûts
initial qui va constituer notre prix hors taxe est mineur. Par contre, on va voir qu'est-ce qui se passe après. Dans les pays B, il y a une taxe sur l'assise, par contre, de 0,4 € par litre. Et les pays A, il y a une taxe de 0,2. Donc maintenant, avec ces deux valeurs-là, les prix hors taxe et la taxe d'assise, on arrive au même prix dans les deux pays. On a 0,8 et 0,8. Mais ce n'est pas fini, on doit voir aussi la TVA. Il y a aussi une différence de la TVA, il y a 15% dans les pays A et 25% dans les pays B. Donc on va calculer maintenant les valeurs de la TVA. On a dit que ce n'est pas une taxe sur le volume, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, on va multiplier ce pourcentage, que c'est la taxe TVA, par la somme des prix hors taxe pour les taxes d'accise pour avoir la valeur de notre TVA. Donc, on fait 15% de 0,8 et 25% de 0,8 et on obtiendra 0,12 et 0,2. Donc, le total de notre taxes, les taxes d'accise pour le TVA, ça va être 0,32 dans les pays A et dans les pays B, on paye beaucoup plus de taxes, c'est 0,6, presque les doubles. Donc, à la fin, même si les pays B avaient un prix hors taxe inférieur au pays A, les consommateurs finaux dans ces pays, ils vont payer l'essence plus cher. Donc, ça, c'est un exemple juste pour voir comment est-ce qu'on va calculer et passer les différents composants au prix final au consommateur. C'est important aussi de garder la représentativité du coût, ou du prix par contre, quand on parle d'un pays entier, parce que dans les différentes villes, dans les différentes régions d'un pays, il peut y avoir des différences importantes entre les prix. Par exemple, pour l'essence, il y a une différence de station en station. Tu changes de roue dans les pays européens à moins, et les prix de l'essence, ça peut varier largement. Donc, important aussi ici d'appliquer la moyenne pondérée, comme on a vu pour le pouvoir calorifique, aussi pour les prix. C'est important de l'appliquer parce que si on applique une moyenne arithmétique, on n'a pas vraiment une vision pondérée ou représentative du pays en entier. Ici, il y a un petit exemple qu'il n'y a pas besoin forcément de faire, mais ça nous donne un exemple d'une partie du pays, il y a des prix différents, mais une grosse consommation d'un produit énergétique. Et donc, il y aura un poids plus grand. Comme on voit ici, dans la moyenne pondérée, cette partie du pays, on consomme 500 litres d'essence et les prix c'était 0,5. Maintenant, l'autre partie, les prix c'était 1 € par litre et on consommait que 100, comme 500. Donc, la moyenne pondérée, ça va être dans les pays, les valeurs 0,58, que c'est plus proche en effet du 0,5 parce que la quantité d'essence consommée dans ces parties elle est plus grande que la quantité consommée dans la partie du pays où les prix, pardon, c'est différent du coût, où les prix c'est de 1 € par litre. On va voir maintenant la différence entre prix et tarif. On a vu que beaucoup d'entreprises ont écrit tarif et prix, donc c'est très intéressant parce que c'est deux concepts en effet liés mais différents. Les prix en effet représentent les coûts moyens par accès aux produits physiques, donc les prix qu'on paye pour acheter un kilowattheure d'électricité. La tarif en effet c'est des coûts fixes pour lesquels les produits sont vendus à des catégories de consommateurs différents. Ça peut être des consommateurs industriels, des consommateurs du résidentiel, etc., etc. Allons voir cet exemple de prix et tarif. La tarif, la partie de la partie bas de la slide, mais la partie qui reste plus énorme, on peut voir que la tarif est représentée par une charge variable de 0,1 € par kilowattheure plus une charge fixe, qui c'est de 10 € par mois. Donc, chaque consommateur, il va payer tous les mois 10 € fixe, même s'il ne consomme pas. Ça, c'est un tarif. Et aussi, le tarif, c'est pour chaque kilowattheure de plus qu'il consomme, il va payer 0,1 €. Donc, 10 centimes. Par contre, comment est-ce qu'on calcule les prix à partir de ça? Dans l'exemple, on va dire que le consommateur, dans notre exemple, va consommer 150 kWh. Donc, on multiplie 150 par 0,1 et on a 15 € par kilowattheure consommé. On ajoute après la charge fixe de 10 € et on obtient 25 € par 150 kWh divisé. Et donc, on aura un prix à l'électricité de 0,167 € par kilowattheure. Donc, vous avez vu que la tarif et les prix sont un peu différents, mais par contre, en connaissant les tarifs, on peut calculer les prix. Maintenant, on va voir un concept très important que c'est la comparabilité. On peut calculer des prix dans différents pays, dans différentes années, dans différentes régions. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on peut les comparer de façon correcte, sans avoir
sans être en train de comparer des choses différentes. Il y a deux choses importantes, deux types de comparaisons qu'on peut faire. La comparaison temporelle et la comparaison internationale, donc avec des autres pays ou des autres régions. La comparaison temporelle, par exemple, c'est comparer les prix d'un produit en 2000 contre le prix d'un produit en 2015, qui a changé beaucoup. Et ça, c'est important de savoir, quand on fait ça, que la valeur de la monnaie varie très fortement avec le temps, notamment dû à l'inflation. Et aussi, il y a une comparabilité internationale, comme on disait, où il faut tenir compte que les mêmes billets, quand on dit billet, on dit argent, par exemple, un euro a une valeur différente entre différents pays. Parce qu'avec un euro, par exemple, en un pays, on peut acheter plus ou moins de choses que dans un autre pays. Donc, il faut aussi, quand on compare les prix aux consommateurs dans différents pays, prendre en compte la parité de pouvoir d'achat et donc reconvertir ces prix de façon comparable, qu'elle nous donne une idée de combien cet argent ou ces billets a de valeur. Bon, allons voir des exemples. Pour la comparabilité temporelle, on doit calculer les prix réels. Les prix réels, comment est-ce qu'on va les calculer? On va diviser notre prix nominal qu'on a calculé par un index. Cet index, ça peut être un index des prix à la consommation, un IPC, ou un IPP, qui c'est l'index du prix à la production. Si on parle de l'industrie ou les ménages ou les consommateurs privés répétitivement. Donc, ça, c'est des déflateurs qui vont nous corriger les prix par rapport à une année de base. Par exemple, on peut utiliser un IPC 2015 qui va corriger tous les prix dans les autres années par rapport à les valeurs de la monnaie en 2015, en corrigeant par l'inflation. C'est pour ça qu'il s'appelle déflateur. Maintenant, on voit un exemple pour le Bénin. Ici, c'est un exemple sur le Bénin parce que l'AIE, il a collecté avec le Bénin les données des prix à l'électricité, ça c'est très important. Il n'y a pas tous les pays de l'Afrique subsaharienne pour lesquels on a des données sur le prix de l'énergie. Donc, très bon travail des équipes au Bénin. Et on va continuer à vouloir travailler avec vous sur ce sujet pour expandre, pouvoir couvrir plus de produits ou plus de sous-secteurs pour les prix de l'énergie. Cet exemple, on va voir les prix de l'électricité. Si on voit dans les graphiques en vert, on a les prix nominaux de l'électricité de 2015 et 2018 est passé de $500 à $530 par mégawattheure. Et ça semble une augmentation terrible, terrifiante, presque. On dit, oh, en 3 ans, on a eu une augmentation de prix énorme. Par contre, il faut tenir en compte qu'il y a une inflation très forte pendant cette année. Et donc, si on corrige, comme on voit dans la figure en bleu, dans la ligne bleue, on voit qu'en effet, le prix, il n'a pas augmenté. Et même en 2018, il est un petit peu plus faible qu'en 2015, si on prend en compte la valeur de la monnaie aujourd'hui par rapport à la valeur de la monnaie en 2015. Pour faire ça, on a utilisé les déflateurs. Dans ce cas-là, c'est l'index de prix à la consommation, parce qu'on parle du secteur résidentiel. Et comme on voit dans les tableaux, on a converti tous les prix nominaux en prix réels. Un autre exemple, c'est pour la comparabilité internationale. Ici, on voit les prix de l'électricité pour les foyers en 2018 par différents pays. On peut voir par exemple qu'en 2018, les prix au Bénin, c'est les mêmes que les prix en France, plus ou moins. Ce n'est pas parfait. Par contre, si on prend en compte qu'avec 1 euro au Bénin, on achète beaucoup plus de choses qu'en France et on corrige les prix par les parités de pouvoir d'achat, on voit qu'en effet, les Béninois, ils payent plus cher que les Français leur électricité parce que les prix des produits sont différents et le pouvoir d'achat d'un euro en Bénin, c'est différent qu'en France. Donc ça, c'est important pour pouvoir tenir en compte du fait qu'il faut convertir ces prix en PPA, ou parité pouvoir d'achat, avant de comparer différents pays, pour être sûr de prendre en compte ces différents de pouvoir d'achat. On arrive à la fin de la présentation et on peut passer directement à l'exercice avant de prendre des éventuelles questions. Donc, je vais réouvrir notre petit fichier Excel. Hop. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu différent parce qu'on ne voit pas beaucoup de consommation d'énergie ou des bilans comme on a vu jusqu'à là. On va plutôt se centrer sur des prix d'énergie. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Alors, ici, on avait un petit exercice des données fournies en avance. On avait
des données issues des enquêtes sur les ménages, sur les dépenses totales pour le chauffage pour chaque ménage. Par exemple, on a vu qu'en 2019, chaque ménage dans ces pays, il a dépensé un peu plus de 3 000 euros par l'achat du gaz naturel. Après, on a la consommation moyenne de gaz naturel, 1 MWh, total. Donc, on voit que chaque ménage il a consommé plus ou moins 2,4 MWh. On a des informations sur les taxes aussi. On a 20% de TVA et les taxes d'assises sont de 31,9 euros par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Après ça, on peut voir aussi qu'on a des informations sur les fournisseurs de gaz les plus grosses dans les pays qui nous donnent les ventes et les revenus qu'il a eu pour les ventes de gaz à le secteur industriel. Et aussi, il nous donne combien de gaz il a vendu. Donc, on peut avoir une bonne représentation du prix industriel du gaz en utilisant ces données provenant de ces fournisseurs de gaz naturel, qui nous dit j'ai facturé 49,8 milliards d'euros et j'ai vendu cette quantité de gaz, qui c'est de 55 000 gigawattheures. On a aussi des données sur l'enquête annuelle sur les centrales électriques. On a les prix moyens d'achat directement fournis par les centrales électriques pour acheter du gaz naturel pour la production de l'électricité. La première question nous demandait de calculer les prix moyens du gaz naturel pour les ménages, l'industrie et les compagnies électriques. Donc ici, on doit remplir toutes les cellules soulignées en jaune. Comment est-ce qu'on va calculer les prix pour les ménages? On a vu qu'on a les revenus, les dépenses, pardon, des ménages. Donc, combien ils dépensent chaque ménage pour acheter du gaz naturel? On a 3318. Et combien il a consommé? 2,4 MWh. Donc, on peut juste faire une petite division. On va diviser les dépenses totales par la consommation et on va obtenir notre prix total qui inclut aussi les taxes parce que les dépenses, il inclut la totalité du prix payé. Et on a ici que le prix est de 1360 euros par mégawattheure. Après, on voulait calculer toutes les autres parties du prix aussi. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va commencer pour calculer les prix hors taxes. On connaît comme information que les ménages ne payent pas de taxes d'assises dans ce pays, écrit ici en rouge, donc c'était une information en plus. Donc, on va se fixer que sur la TVA, que c'est de 20%. Et avec ces informations, on peut calculer notre prix hors taxe en divisant le prix total par 1 plus les 20%, parce qu'on n'a pas de taxes d'assises dans cet exemple-là. Après, on peut calculer aussi notre TVA comme 20% multiplié par les prix hors taxe. Pour les prix industriels aussi, on avait des informations importantes. On avait les revenus du fournisseur de gaz naturel et la quantité de gaz naturel vendu. On sait aussi que les industriels ne payent pas de TVA, donc on a laissé à zéro ici la TVA. On va pouvoir calculer directement notre prix hors taxe, qu'on voit ici, parce qu'ici on écrit très bien que c'était des revenus qui excluaient, en excluant les droits d'accès. Les droits d'accès, par contre, les taxes d'accès. Donc c'est pour ça qu'on calcule directement les prix hors taxe en faisant ces divisions. Donc, on tient les prix hors taxe, on ajoute directement, parce que c'est une taxe sur le volume, ce n'est pas un pourcentage comme la TVA, les droits d'accise ou les taxes d'accise de 31,9, et on va faire la somme pour obtenir notre prix total payé par l'industrie. Donc, on voit que l'industrie, dans ces pays, il paye relativement moins le gaz naturel que le secteur résidentiel. On fait la même chose pour le secteur électrique, et on calcule notre prix moyen. Ici, c'était juste, on avait déjà les prix moyennes, mais c'était un pouvoir calorifique inférieur. Donc, on voulait juste recalculer les prix en pouvoir calorifique supérieur, parce que ça aussi, c'est important. Si on utilise comme référence pouvoir calorifique inférieur ou supérieur, parce que représente une quantité différente. Et si on compare, on va utiliser la même référence pour pouvoir avoir des comparaisons justes. En effet, ici, on va dire dans les demandes, c'était demandé PCS, ici c'est GCV, mais c'est en anglais, c'est PCS aussi, et PCS. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre notre prix moyen que c'est fourni et on le convertisse en utilisant les rapports entre les pouvoirs calorifiques inférieurs et supérieurs pour les gaz naturels. Après, on peut ajouter nos taxes d'assises
que c'est fixe et c'est par volume, c'est déjà donné 1 euro par mégawattheure. On sait que le producteur d'électricité, il ne paie pas de TVA. Et donc, on peut faire la somme et calculer notre prix final de gaz par les producteurs d'électricité. On peut voir très clairement que les générateurs d'électricité, ils payent les moins cher le gaz naturel dans les pays. Après, il y avait une petite autre question. Elle voulait qu'on calcule la croissance des prix de gaz naturel pour les ménages entre 2010 et 2019. Donc, on avait toutes les données déjà 2010, on a calculé 2019, et ici, on a calculé la croissance. La croissance, et on voit que les prix ont augmenté de 18%. Par contre, il nous fournit aussi l'exemple. On demande avant, une petite question. Il nous disait, est-ce qu'on peut dire que les prix ils ont augmenté depuis 2010? Comme on a vu dans l'exemple du Bénin et de l'électricité, on ne peut pas les dire parce qu'ici, c'est des prix nominaux et on veut utiliser les prix réels. Donc, on veut utiliser un déflateur, dans ces cas-là, l'index au consommateur, pour pouvoir enlever l'effet de l'inflation et pouvoir calculer des prix réels basés, par exemple, dans ces cas-là, sur 2015, où notre index il est basé. Donc, avec ces index, on peut recalculer les prix en 2010. Comment est-ce qu'on fait ça? On divise les prix nominaux en 2010 par notre IPC et on fait la même chose pour 2019. On voit qu'il y a une différence forte. Il y avait 0,9 et 1,1 notre index. Donc, ça signifie que les valeurs de la monnaie elle a chuté, d'où l'inflation. Et si on recalcule notre croissance, en effet, on voit que maintenant, elle est moins 5%. En effet, les prix réels en 2019, elle est mineure qu'en 2010. Donc, ça nous dit qu'en effet, en faisant cette reconversion, en utilisant les déflateurs, on a pu savoir qu'en effet, les prix ont diminué, ils n'ont pas augmenté. Même si on part des chiffres, il y a 10 ans, on payait 1156 euros par mégawattheure. Aujourd'hui, on parle 1360. Aujourd'hui, 1360 euros ont valeur inférieure à ce qu'ils avaient avant, d'où à l'inflation. Et normalement, les gens, ils gagnent plus d'argent dans leur salaire aussi. Ça, c'est normalement. Ce n'est pas tout le temps l'effet, en effet. Donc, je pense que là, on a fini l'exercice et on peut passer à vos questions si vous avez encore des doutes. Sinon, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous contacter pour avoir des clarifications ultérieures. Il y a une question tout de suite que je vois par M. Fambo, qui demande si la parité de pouvoir d'achat, les PPA, est une constante. Non, elle n'est pas une constante, ça change chaque année et c'est basé sur la valeur de la monnaie dans chaque pays. Donc, par exemple, aujourd'hui, en France, avec 1 euro, on achète, par exemple, une baguette et l'année prochaine, il nous faisra 1,2 euro pour acheter une baguette. Et en Angleterre, par exemple, il nous faut aujourd'hui 1 euro, l'année prochaine 1 euro encore. Ça n'a pas changé en Angleterre. Donc, les PPA en France vont changer et en Angleterre, elle ne va pas changer parce que les prix des produits sont restés les mêmes. Les PPA, c'est calculé par rapport à les prix des biens, on peut dire, les biens utiles, comme ça peut être la nourriture et des autres types de biens qu'on peut acheter. Et ça nous donne une idée, en effet, ces PPA, de combien ça coûte la vie dans un pays par rapport à un autre, ou dans une année par rapport à un autre aussi. Et ce n'est pas constant, non. C'est constant dans une année, bien sûr. Avec les PPA, on peut aussi, avec le pouvoir d'achat, la parité du pouvoir d'achat, on peut aussi convertir les PIB pour les comparer avec des autres pays. Par exemple, on peut dire le PIB, un pouvoir d'achat au Bénin, il est plus élevé que les PIB normal parce qu'on se compare à des autres pays comme les États-Unis où les prix des produits sont inférieurs, sont supérieurs. Donc, je ne vois pas d'autres questions encore. N'hésitez pas donc à envoyer par email ou WhatsApp ou en parler à les prochaines sessions de votre question ou doute éventuel. Et
on peut vous dire, si Nicolas ne veut pas ajouter autre chose, on peut vous dire que jeudi matin à 9 h, il y aura la prochaine session. Et jeudi, on va commencer à parler de la modélisation avec les experts sur la modélisation. Vendredi aussi, on aura la dernière session sur la modélisation. Et la semaine prochaine, on va commencer avec les dernières séances. On va parler des ODD, donc l'accès à l'électricité et l'accès à la cuisson propre. On va parler aussi un peu plus sur les biocombustibles solides, le charbon de bois et les bois de chauffe. Et on va prévoir avec des experts partenaires de l'AIA certains sujets spécifiques de la modélisation et des statistiques de l'énergie le 17 novembre. C'est un mardi si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Nicolas d'être présent aujourd'hui pour la présentation. N'hésitez pas à nous recontacter. Et je vous dis à très bientôt pour jeudi matin pour continuer notre formation. Il y a une dernière question. Une question. Bien sûr. Monsieur Fado, il nous demande, est-ce que pour calculer les prix réels, on peut utiliser n'importe quel index? Il faut utiliser, si c'est par exemple dans l'industrie, il faut utiliser les bons prix de conversion. Et pour les ménages, il faut utiliser les bons index. C'est des index différents, comme on a vu. Il y a l'index des prix à la consommation pour les ménages, l'index des prix à la production pour l'industrie. Par contre, en effet, on peut utiliser n'importe quel index dans le sens qu'on peut utiliser un index basé sur l'année 2010 ou un index basé sur l'année 2015. Ça, ce n'est pas très important. Ça va changer les valeurs absolues, mais ça ne va pas changer la comparabilité entre les différentes années. Donc, ça, c'est un choix à faire. Par contre, on doit être conscient du choix et savoir quel index on utilise, c'est basé sur quelle année et surtout, est-ce que c'est le bon index, l'index du prix à la consommation, parce qu'on est dans les ménages, parce que si on est dans l'industrie, on doit voir l'index des prix à la production, l'EPP contre l'EPC. IPP, pardon. Il y a une autre question aussi. Il y a aussi IPPS. Oui, bien sûr. Il y a aussi des autres index plus spécifiques quand nécessaire à utiliser, bien sûr. Ça, c'est la présentation, c'était un peu générique pour donner les bases des calculs des prix de l'énergie. Par contre, il y a notamment des choses beaucoup plus complexes et détaillées qui peuvent être faites pour les calculs des prix, en effet. Très bon point. Et si vous avez envie d'aller plus en détail sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. On peut avoir une discussion plus détaillée sur tout ça. Et notamment, comme je disais, sur les prix, on veut travailler ensemble avec vous pour développer un peu la collecte des prix à niveau IA, la publication aussi de votre prix. Comme pour le moment, on n'a que les prix d'électricité, si je ne me trompe pas, plus un peu d'autres produits. On voudrait expandre ce travail-là. Je ne comprends pas la question, mais c'est Fado, si l'AIA aide les pays. On travaille beaucoup avec les pays pour les aider, oui, à construire les indicateurs et à construire des bonnes, par exemple, prix de l'énergie en suivant les méthodes reconnues internationalement. Oui, bien sûr. On les aide à faire ça de façon différente. On peut avoir une discussion un peu plus détaillée si vous voulez. On va organiser peut-être des sessions pour parler des données des prix, l'état actuel au Bénin et qu'est-ce que l'AIE peut faire pour vous aider. Peut-être M. Fado voulait parler. Ça va être plus facile de discuter. Attendez une seconde, on essaie de vous donner la parole. Vous pouvez parler maintenant si vous allumez votre microphone, M. Fado. On ne vous entend pas encore.
Il y a M. Banon qui voulait parler aussi. Peut-être on peut essayer. À vous donner la parole. Essayez. Hop. M. Banon, il faut que vous essayiez d'allumer le microphone sur l'outil Zoom si vous voulez parler. Vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Oui, oui. Ok, d'accord. Je suis avec Monsieur Fador. Je vais lui passer l'écouteur, le micro. Il va poser sa question. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, Bonjour, Monsieur Fado. Lolo. Je voudrais juste savoir si vous aidez les pays aussi à mettre en place les dispositifs de calcul de l'IPP, IPC. La réponse va être facile. Nous, on n'est pas les experts de ce type d'indicateurs à l'AIA. On est plutôt l'expert énergie. Donc, on ne va pas pouvoir vous aider plus que les autres organisations ou institutions. Par contre, on peut essayer de répondre à certaines questions s'il y a. On n'est pas les experts de comment ces index IPP ou IPC sont produits, en effet. On les utilise pour les calculs des prix, mais ce n'est pas nous les experts pour les produire. Comme on peut être les experts des indicateurs d'efficacité énergétique, on ne l'est pas par contre pour ces indicateurs un peu plus à niveau économique, même si on se connaît parce qu'on les utilise. On peut essayer de vous aider si vous avez des questions spécifiques. On peut essayer de ramener des experts sur les prix à l'AIA pour voir s'ils ont des réponses. Mais on n'est pas, comme je disais, les experts mondiaux des EPC et IPP. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin aujourd'hui, donc je propose à tout le monde de se revoir jeudi. Et on va fermer maintenant. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez un email, envoyez un message WhatsApp. On va prendre en compte votre question, bien sûr. Et si nécessaire, on va aussi pouvoir organiser des sessions particulières sur des sujets spécifiques. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à tout le monde et rendez-vous jeudi après-demain pour les sessions de modélisation.